Malgré la menace soviétique, c'est le changement du statut de l'armée d'occupation qui préoccupe les Belges stationnés en Allemagne en ce début de 1955. L'Allemagne est désormais membre de l'OTAN et il ne peut plus être question d'occupation de son territoire. De nombreux avantages en nature et des crédits alloués par l'Allemagne sont supprimés. Les subsides accordés à la CMC sont drastiquement réduits. Les organismes tels que Bellac doivent disparaître. L'Allemagne ne bâtit plus pour les familles belges qui connaissent une réelle crise du logement. La mort de Staline et l'armistice en Corée motivent la Belgique à revoir sa politique de défense. Le service militaire est ramené à 18 mois et le 2e corps d'armée rejoint la réserve. La CMC gère 23 points de vente, 5 cantines et 10 camions cantines. Chaque semaine, un train de marchandises quitte Bruxelles pour ravitailler les dépôts de Soest, Cologne et Aix. Une maternité ici visitée par la reine s'ajoute en 1956 au service déjà existant à l'hôpital militaire de Cologne qui dispose de 300 lits. Le roi Baudouin visite pour la première fois l'armée d'occupation en 1953 à l'occasion d'un exercice à Vogelsheim. Tout au long de son règne, il s'intéressera à l'évolution des conditions de vie des militaires belges en Allemagne. Régulièrement, la commission sénatoriale et le ministre de la Défense nationale se déplacent dans les FBA pour s'enquérir de la valeur de l'outil militaire. Désormais, les Américains ont domestiqué l'arme nucléaire tactique. Ils en équipent les divisions de l'OTAN. En 1957, l'artillerie belge est dotée d'obusiers de 8 pouces et de roquettes Honest John, ancêtres du lance, possédant la capacité nucléaire. L'emploi des munitions reste toutefois sous contrôle américain. C'est en réponse à l'évolution de la menace résultant du déploiement d'armes nucléaires par l'Union soviétique que l'Alliance Atlantique décida en 1957 d'introduire une grande variété d'armes de ce type dans les armées de l'OTAN. Dans ce cadre, la Belgique entreprit entre autres la mise sur pied à partir de 1959 de 2 bataillons Honest John et de 2 bataillons composites Honest John obusiers de 8 pouces. Ces unités devaient assurer l'appui général du corps d'armée. Le premier bataillon Honest John constitué fut le 75K. La majorité de son personnel suivit en mars-avril 1959 un stage de conversion dans une unité américaine, le 3e bataillon de missiles, unité stationnée près de Mayence. Le bataillon prit ensuite ses quartiers à Cologne-Delbrück, où il acheva de se constituer. Et après réception à la Mi-59 de matériel spécifique et de ses 4 lance-roquettes, il poursuivit son entraînement tout en assurant une mission de bataillon-école pour les autres unités Honest John. Au début des années 60, le 75K entama ce que j'appelle sa nucléarisation. Les ogives nucléaires étant bien sûr sous le régime de la double clé, le bataillon fut rejoint dans sa garnison de Delbrück par un détachement américain avec lequel il s'initia au maniement de ses engins. Pour d'évidentes raisons de sécurité, la manipulation des ogives nucléaires impliquait le respect de procédures rigoureuses et de drills rigides dont l'exécution était soumise régulièrement au contrôle des experts militaires américains qui, d'une manière générale, portèrent toujours sur les prestations belges des appréciations flatteuses. En opération, le bataillon Honest John devait se déployer dans la profondeur du dispositif du corps d'armée et pour l'exécution d'une mission, le lance-roquette était amené sur une position de tir reconnue et préparée, position qui se situait à une distance pouvant aller jusqu'à 25 km de la position du bataillon. On aurait pu craindre que l'entraînement à la mise en œuvre de projectiles nucléaires, en particulier la fréquente et fastidieuse répétition des mêmes gestes dans le cadre de drills rigides qui étaient imposés par les procédures américaines, n'exerça une influence néfaste sur la motivation du personnel. Il n'en fut heureusement rien. Le fait d'appartenir à une unité spéciale, l'intérêt constant des hautes autorités civiles et militaires,
le travail en milieu international, l'absence de problèmes d'encadrement, la priorité logistique régulièrement accordée au bataillon et les résultats obtenus lors des nombreuses évaluations sont autant d'éléments, pour ne citer que ceux-là, qui contribuaient à une motivation élevée du personnel. 3 escadrilles d'aviation légère voient le jour. La 16e en 1953, les 17e et 18e en 1956 à Werle et à Mersbruck. La 16e escadrille de But perçoit ses premiers hélicoptères Alouette 2 en 1959. La durée du service militaire est ramenée à 15 mois en 1957 et à 12 mois en 1959. C'est l'époque des techniciens OTAN, engagés pour 3 à 8 ans. Ils doivent compenser la perte de main-d'œuvre causée par la réduction du service militaire. Mais l'opinion publique n'est guère favorable à ce recrutement. Par manque de moyens budgétaires, la Défense nationale envisage de supprimer l'Athénée de Reusrath et toutes les classes maternelles des FBA. Heureusement, le ministre de l'Éducation nationale reprend tout le réseau d'enseignement des FBA à sa charge. Plus de 9000 Belges vivent en Allemagne en 1961. 2300 nouveaux logements sont construits. Cela ne suffit pas. L'infanterie est dotée de transporteurs blindés à chenilles de type M75. Suivent l'achat de 27 avions d'ornier de liaison en remplacement des vieux Piper Cub. L'entraînement au combat en ambiance NBC est au centre des préoccupations des états-majors. Un peloton de détection des explosions atomiques est même mis sur pied. Afin d'accroître leur mobilité en ambiance nucléaire, l'OTAN demande que toutes ces divisions soient complètement mécanisées et organisées suivant le type Lensend. Le 1er mars 1960, nos 2 divisions deviennent identiques et se composent chacune de 2 brigades d'infanterie blindée et d'une brigade blindée. Les forces de couverture sont constituées à Cassel, au plus près du rideau de fer. Leur mission initiale est d'assurer la protection de la mise en place des brigades en cas d'agression. De nouvelles unités naissent en 1961, comme les compagnies anti-chars équipées de missiles Antac et la première compagnie d'équipe spéciale de reconnaissance, ESR. Vers 1959, une arme légère, portable, d'une portée de 2 km, avec une tête à charge creuse, capable de percer tous les blindés connus, fut mise au point à partir de plans découverts une douzaine d'années plus tôt dans les zones d'occupation de l'Allemagne vaincue. Il s'agissait d'un petit missile volant à 300 km/h dont il était impossible de brouiller le guidage, car les ordres du pilote étaient transmis au missile par 2 fils. C'était une arme extraordinaire, car le char visé ne la voyait ni décoller, ni voler vers lui, ni lui tomber dessus. La France n'eut pas trop de mal à nous vendre sa version de la nouvelle arme qui s'appelait Antac, abréviation d'engin téléguidé anti-char. Il fut décidé de concentrer l'arme à l'échelon de la brigade et, comme nous avions 6 brigades, on créa 6 compagnies dites indépendantes par prélèvement personnel dans nos 12 bataillons d'infanterie et notre école d'armes. Après un examen médical sévère, le personnel fut formé en France et à Bourg-Léopold. Même dans les exercices de poste de commandement, CPX, nos compagnies étaient employées avec troupes, FTX. En réalité, nous étions l'arme de métier avant la lettre. Tout notre cadre officier et sous-officier était d'active, tous les pilotes d'Antac étaient sous-officiers et même leurs chauffeurs, aides-pilotes, étaient des caporaux de carrière. L'esprit était bon et les tirs d'entraînement excellents, certains eurent même lieu de nuit, et il n'était pas rare de voir des pelotons faire 100% de coups au but lors des 2 tirs réels annuels. Le gros problème était de convaincre nos collègues de l'infanterie et nos amis blindés de l'emploi tactique correct de l'Antac. Les états-majors de brigade et surtout les chefs de corps d'infanterie ne se donnaient pas toujours la peine d'écouter nos conseils. Et les choses étant prises moins au sérieux en temps de paix, il était souvent plus facile pour eux de nous mettre aux ordres d'un subordonné, lequel s'empressait parfois de faire de même. Un autre aspect très frustrant de la vie des unités Antac en exercice du temps de paix, c'était l'impossibilité de simuler l'action de leurs armes. On peut y ajouter l'incrédulité des arbitres devant leur efficacité, et enfin la difficulté pour ceux-ci de hurler « Vous êtes détruits » en étant entendus à 2 km. Des troubles éclatent au Congo et le premier corps envoie des compagnies de marche en Afrique centrale entre 1960 et 1962. Certaines étaient déjà déployées à Kamina et Kitona avant l'indépendance du Congo,
pour rassurer les Européens en cas de trouble. Par après, d'autres compagnies ainsi que des renforts sont déployés au Congo et Rwanda-Urundi. La compagnie de marche du 4-6 reçoit l'ordre de départ pour le Congo indépendant le 8 juillet 60 à midi. 4 heures plus tard, elle s'embarquait à Duren pour Bruxelles. La compagnie était composée de 143 militaires d'active et de miliciens, tous volontaires. Notre mission était de rétablir l'ordre et de protéger la vie et les biens des Européens. Nous sommes arrivés à Kamina le 10 juillet à 8h30. Nos patrouilles et nos opérations de maintien de l'ordre nous ont menés de Léopoldville à Kikwit, Elisabethville et Kolwezi. Parfois, notre ravitaillement et notre charroi étaient militaires, parfois, ils étaient civils. Nous disposions pour cela d'un budget plus que suffisant. Nous n'avions pas de traducteur avec nous et les coutumes locales nous étaient peu connues, ce qui posait occasionnellement des problèmes. Le 27 août, des militaires suédois de l'ONU nous ont relevés à Kolwezi. Le retour vers la Belgique s'est effectué en Globemaster de l'US Air Force. Cette opération a prouvé l'aptitude d'unités belges isolées à réagir face à des situations imprévues. Tout ne s'est pourtant pas passé sans surprise. Je me rappelle d'ailleurs une opération aérotransportée que nous devions mener sur l'aéroport d'Elisabethville. Pendant le vol, nous n'avons pas été informés que nos avions avaient fait demi-tour. Imaginez la surprise du personnel de l'aérodrome de Kamina lorsque nous nous sommes déployés en force sur notre piste de départ. 34 unités des FBA sont également mandées durant l'hiver 60-61 afin d'assurer le maintien de l'ordre sur le sol en Belgique durant la Grande Grève faisant suite au projet dit de la loi unique. De nouvelles tensions surgissent entre les alliés occidentaux et le bloc communiste. Le 13 août 1961 débute la construction du mur de Berlin. L'OTAN accroît ses états d'alerte. Face à la menace potentielle de 3000 avions du pacte de Varsovie, attaquant de concert sa région centre, l'OTAN décide de se doter d'une barrière de protection anti-aérienne. La Belgique confie les missions de défense à haute et moyenne altitude de sa zone à la force aérienne. À partir de 1962, 8 escadrilles réparties entre les 9e et 13e Wings et équipées de missiles Nike Ajax d'abord et Nike Hercule ensuite arrivent dans les environs de Düren, Blankenheim, Euskirchen, Grefrath et Xanten. Avec leurs unités de support, ces escadrilles donnent naissance au groupement missile en 1964. Ces forces belges d'Allemagne dépendent directement de l'OTAN pour ce qui concerne leur mission opérationnelle. Met het doel Nike-smaldelen op te richten, waren wij geselecteerd uit de specialisten van alle eenheden van de luchtmacht om cursussen te volgen in de USA. We verbleven er meerdere maanden, sommigen zelfs met hun gezin. De terugkeer naar België betekende niet het einde van onze vorming. De voorbereiding van onze opdracht werd in Malmedy gedurende 3 jaar voortgezet. De plaats van ons toekomstige garnizoen werd met de sluier van de geheimhouding bedekt. Dit feit had enige invloed op de sfeer. Uiteindelijk zijn we naar Düren vertrokken. De integratie bij de Duitse bevolking verliep probleemloos. En zodra het smaldeel zijn installaties betrokken had, kon onze luchtverdedigingsopdracht starten. Ik herinner eraan dat onze missiles in die tijd over nucleaire capaciteit beschikten. Ons levensritme werd vaak onderbroken door verschillende oefeningen en talrijke operationaliteitscontroles. Desalniettemin blijf ik een goede herinnering aan de onvergetelijke sfeer overhouden. Lorsque la défense nationale doit gérer elle-même le budget de ses forces en Allemagne, 2 services sont créés. Le service des achats en RFA, SRFA, antenne du service général des achats, réalise tous les marchés.
et la Direction des finances en RFA, PDF, en acquitte les factures. Les achats transitant par ces services sont exonérés de taxes. La monnaie héritée de l'armée d'occupation est supprimée à cette date et le bureau central de change est incorporé à PDF. L'auditorat militaire est présent en Allemagne depuis 1945. En 1962, compte tenu des distances et de l'étendue de ses compétences, un deuxième conseil de guerre en campagne est installé à Neheim. Ces missions ne se limitent pas aux seules garnisons, puisque des détachements accompagnent les unités des FBA en exercice ou en opération. Het militair gerecht waakt over de naleving van de strafwetten, brengt de overtreders ervan voor de krijgsraad en voert de uitgesproken straffen uit. In de BSD is het militair gerecht voor de Belgische militairen en hun families, als ook voor de personen die aan het leger zijn verbonden, bevoegd. Internationaal rechtelijk wordt die bevoegdheid geregeld door het NATO-verdrag en door de aanvullende akkoorden van Bonn, waarbij de Duitse gerechtelijke autoriteiten de bijna volledige jurisdictie over de Belgische onderhorigen aan het militair gerecht overlaten. Bij de Belgische troepen in de Bondsrepubliek werden sedert 1962 2 krijgsraden ingesteld, zetelend te Keulen en te Neheim-Arnsberg. Aan elke krijgsraad was een militair auditoraat gehecht. Het krijgsauditoraat Keulen had bevoegdheid over de westelijke sector, met onder andere de belangrijke garnizoenen Weiden, Aken, Duren, Euskirchen, Westhoven en Spisch. Het krijgsauditoraat Neheim was bevoegd voor de oostelijke sector, met de garnizoenen Soest, Werl, Ludenscheid, Siegen, Arolsen, Essento en Brakel. Voor de vaststelling van de misdrijven was de Belgische Rijkswacht ter plaatse. Zij bestond uit 2 districten en een aantal provoostdiensten over het land verspreid. De voorlopig aangehoudenen werden opgesloten in een van de gevangenissen ingericht te Neheim en Keulen-Ossendorf, waar eveneens de uitgesproken gevangenisstraffen werden uitgevoerd. Wanneer we spreken over de meest voorkomende misdrijven, dan waren dit voor 45% inbreuken op het gewone strafwetboek, zoals diefstal, slagen en verwondingen, zedenmisdrijven en noem maar op. Voor 10% inbreuken op het militair strafwetboek, desertie, insubordinatie, gewelddaden en smaad aan meerdere. En voor 45% inbreuken op het wegverkeer, waaronder toch 11% alcoholintoxicaties en dronkenschap aan het stuur moeten worden bijgerekend. Thans is alleen de krijgsraad en het krijgsauditoraat Keulen overgebleven. Door het feit dat officieren zetelen in de rechterlijke commissies en ook in de krijgsraad, is de verstandhouding tussen de militaire magistratuur en het leger zeer goed te noemen. Gezien de militaire magistraten en de griffiers tevens wonen tussen de militairen en ze elkaar geregeld ontmoeten bij diverse plechtigheden, sportmanifestaties en andere sociale bijeenkomsten, groeit de nauwe samenwerking zeer vaak uit tot een hechte vriendschap met inachtname van de wederzijdse onafhankelijkheid. Le peloton cartographique est créé en 1951 pour imprimer des cartes géographiques et y apporter des surimpressions. Il édite également les documents classifiés qui ne peuvent être imprimés à l'imprimerie des FBA pour des raisons de sécurité. Cette dernière, installée à Westhoven, remplace une imprimerie civile allemande réquisitionnée jusqu'en 1954. Vu son impressionnance charroi et ses déplacements continuels, l'armée d'occupation nécessite la création d'un groupe de contrôle des mouvements, MCG. Le MCG se divise en 2 unités de trafic, affectées au 1er et 2e corps d'armée, et partagées en un service route et un service rail.
Même si le sol où sont bâties les installations des FBA reste toujours propriété allemande, la gestion des bâtiments et domaines incombe à l'armée. Le service des travaux en RFA dispose donc à Weiden d'un bureau central appelé KTG. Il dirige les missions de deux sections régionales, KSR Ouest à Ossendorf et KSR Est à Soest. Ces dernières supervisent des représentants, les KL, dans chacune des garnisons importantes. De beheersopdracht van de directie der bouwwerken in Duitsland omvatte heel wat taken, zoals het onderhoud der gebouwen en de verwezenlijking der infrastructuurprogramma's, het afsluiten van de huurcontracten, de bevoorrading der kwartieren in water en energie, het leveren van meubilair aan de families, als ook brandbestrijdingsmaterieel en keukentoestellen, het verzekeren van openbare diensten zoals de huisvuilophaling en het toepassen van de wettelijke reglementering op het gebied van veiligheid en hygiëne. Om deze taken te vervullen werkt de KTG vooral samen met het Bondsministerie van Financiën en op het niveau van de Länder meer bepaald met de Oberfinanzdirektionen, de Bundesvermögensämter en de Finanzbouwämter. Maar er waren ook contacten met tal van andere Duitse overheidsdiensten, zoals de Weerbraagsverwaltungen, de Ämter für Verteidigungslasten, de Forstämter en uiteraard ook met zeer veel burgerfirma's. KTG nam ook deel aan werkgroepen met de overige zendstaten in verband met de toepassing van het NAVO-troepenstatuut en zijn aanvullende overeenkomst. Zoals u ziet was het een complexe opdracht die een gespecialiseerde vakkennis en grote inzet vergde van het personeel. Le climat communautaire et la croissance de la population scolaire entraînent en juin 1965 le dédoublement de l'Athénée de Reusrath. L'Athénée néerlandophone ouvre ses portes dans le château de Bensberg. Entre-temps, 300 internes auront dû loger quelque temps dans le quartier Nieuwpoort de Westhoven. Le statut définitif de l'enseignement belge en Allemagne est signé. Plus de 11 000 élèves fréquentent désormais les deux Athénées, les 23 écoles primaires et les écoles gardiennes des FBA. Les élèves de 5e et 6e primaire, dont l'état de santé justifie une cure d'air préventive, sont envoyés en classe de neige à Garmisch-Partenkirchen dans un premier temps et à Fisch par la suite. Le premier corps et les FBA disposent d'un périodique mensuel, le Journal du corps, réalisé par la section ISC. Le premier numéro sort de l'imprimerie des FBA le samedi 1er mai 1965. La contribution belge à l'OTAN coûte cher. En 1966, une commission mixte examine les besoins de notre défense. Elle prône des réductions d'effectifs et un renouvellement des matériels indispensables étalés sur plusieurs années. Un lifting sera imposé aux FBA. Chaque division ne comptera plus que 2 brigades. Dans la seconde moitié des années 60, les camions MAN et Unimog prennent la place des Bedford, GMC, Ford et autres Dodge. Les Land Rover remplacent les Willys et les Minerva. En 1963, les missiles Hawk anti-aériens se déploient sur leur site opérationnel. Les canons automoteurs M108 de 105 mm et M109 de 155 mm apparaissent dans l'artillerie des brigades entre 1965 et 1967. Le fusil automatique léger, ou FAL, calibre 7,62, devient l'arme de base du fantassin. Des AMX français sont mis en dotation chez les cyclistes, au bataillon Libération et au 5e de ligne. Enfin, le 30 novembre 1968 à Soest, le 4e lancier devient la première unité belge à être équipée de chars Léopard à la place de ses Patton. Le règlement de service intérieur est revu en 1965. Les conditions du quartier libre sont assouplies dans les limites de garnison. Les logements et les messes sont améliorés. L'entraînement opérationnel, quant à lui, demeure essentiel et des générations de militaires se souviendront des éprouvants tests de combat. Personne n'oublie la menace soviétique. Surtout pas le 21 août 1968, lorsque les troupes du pacte de Varsovie interviennent en Tchécoslovaquie. L'OTAN est en alerte. Le retrait des forces de couverture et la fermeture du quartier Lagette à Kassel sont retardés. D'autres événements dramatiques mettent le premier corps à contribution régulièrement. Des inondations ravagent l'Allemagne. Les militaires du premier corps interviennent alors pour venir en aide aux populations sinistrées. Le plan de restructuration de la force terrestre est appliqué à partir de 1969.
La force d'intervention perd la 16e brigade d'infanterie de Ludenscheid et la 18e brigade blindée de Skirchen. 2 brigades de réserve, les 10e et 12e, passeront toutefois sous le commandement du corps en temps de guerre. 2 brigades rejoindront Bourg-Léopold et Marchand-Famenne dès que des installations y auront été aménagées ou créées. La loi belge de 1965 relative à la protection de la jeunesse ne s'applique pas aux FBA. Les jeunes de moins de 21 ans ressortent donc des tribunaux allemands. Pratiquement, les délits graves sont renvoyés vers le juge de la jeunesse en Belgique, alors que les petites infractions sont traitées par les comités de protection de la jeunesse, formés de résidents belges militaires ou civils. De wet op de jeugdbescherming van 1965 is wat haar uitvoering betreft gelimiteerd tot het Belgisch grondgebied. Anderzijds worden de minderjarigen voor misdrijven onttrokken aan de bevoegdheid van de strafrechtbanken. Dit houdt in dat voor de BSD de minderjarigen aldaar niet door de krijgsraad kunnen worden veroordeeld en dat er ook geen Belgische jeugdrechtbank aanwezig is. Volgens het NATO-verdrag zijn de Duitse gerechtelijke autoriteiten evenmin voor hen bevoegd. Door het ministerie van Justitie werd in 1971 een wetsontwerp neergelegd dat in de BSD een jeugdkamer bij de krijgsraad zou oprichten. Dit voorstel werd echter nooit wet. Niettemin waren er op een totaal van 60.000 rechtsonderhorigen in 1978 iets meer dan 16.000 minderjarigen. Bij misdrijven door hen gepleegd werd voor eerst een officieus ingesteld jeugdbeschermingscomité ingeschakeld en wanneer dit geen resultaat behaalde, werd door de krijgsauditeur contact opgenomen met de jeugdrechter van hun woonplaats in België. Gezien de drastische afslanking van het legereffectief in de BSD zijn er thans uiteraard ook veel minder minderjarigen. Niettemin blijft het bevoegdheidsprobleem nog altijd acuut, wanneer bijvoorbeeld Belgische minderjarigen zedenfeiten, gewelddaden of diefstallen zouden plegen ten overstaan van Duitse onderdanen. Voor deze kwetsbare groep in de maatschappij, namelijk de jeugd, zou ook nu nog, zelfs voor een beperkt aantal minderjarigen, een wettelijke regeling moeten worden uitgewerkt. In België bestaan er 2 gemeenschappen. Het Jeugdbeschermingscomité van de Belgische strijdkracht in Duitsland is zowel voor de Franstalige als voor de Nederlandstalige leden verantwoordelijk. Daar het Jeugdbeschermingscomité geen officieel erkend organisme is, zijn de gemeenschappen erg terughoudend ten opzichte van dit tweetalig comité. Zo twijfelen ze nog over de toekenning van financiële hulp en spelen ze elkaar de bal voortdurend toe als het gaat om ouders uit de verschillende gemeenschappen. Vanwege de vele Duits-Belgische huwelijken werkt het Jeugdbeschermingscomité rechtstreeks samen met het Duitse Sozialamt en Jugendamt, vooral in het geval van mishandelde kinderen en gescheiden ouders. Certains enfants rencontrent des problèmes de scolarité. En 1968, un centre psychomédico-social est ouvert à Bensberg. Le CPMS doit ensuite ouvrir 4 autres cabinets de consultation. Des écoles appropriées sont ouvertes à Ischendorf et Rodenkirchen. Vu leur statut OTAN, les membres des FBA jouissent de l'exemption de certains droits douaniers. Le commandement doit fréquemment rappeler les prescriptions en vigueur pour éviter d'inévitables abus. La liaison frontalière, service de l'état-major territorial, prend en charge les problèmes de passage en douane pour les familles belges. Elle gère aussi les importations à destination des forces. Les 28 points de vente de la CMC sont complétés par des magasins allemands agréés qui permettent aux Belges d'acquérir marchandises, meubles et automobiles sans payer la TVA de 11%. L'aspect culturel n'est pas négligé. Des artistes se produisent dans les garnisons. Les cinémas présentent un programme varié et les bibliothèques sont fréquentées. Une fois sortis de leur caserne, les militaires belges se confondent dans le quotidien et la vie associative de leurs hôtes allemands. La période annuelle du carnaval est propice au rapprochement. Nombre de militaires sont ainsi intronisés
Port-au-Prince, Carnaval. La première brigade d'infanterie blindée commence son déménagement vers Bourg-Léopold en 1975. Malgré l'unité de commandement, le premier corps d'armée ne se confond désormais plus tout à fait avec les FBA. La 7e brigade lui emboîtera le pas en 1979 pour rejoindre Marche-en-Famenne. Seules des garnisons à l'ouest du Rhin peuvent capter les émissions de la BRT et de la RTB. Il est donc décidé au début de 1970 que les 2 chaînes nationales seront bientôt captées dans tous les foyers des FBA. Ensuite débutera la production des émissions de Televox propres aux FBA. In maart 1970 heeft de ministerraad zijn toestemming verleend om in de BSD een televisienet op te bouwen. Het belangrijkste objectief was de vervreemding tegen te werken, waaraan vooral de jongeren waren blootgesteld. De op te lossen problemen waren veelvuldig. Vooral de toekenning van de nodige frequenties voor de hersenbindelketens was zeer problematisch. Slechts dankzij het begrip van het Verteidigungsministerium, die ons frequenties uit hun eigen dotatie hebben afgestaan, is een verwezenlijking mogelijk geworden. Er moest een infrastructuur gerealiseerd worden van Genk tot op het Eggergebergte. 22 torens, 46 hersenbindelzenders en ontvangers, 32 lokale tv-zenders en verschillende distributienetten moesten gebouwd worden. De planning van het net, het inhalen van de toelating bij de Duitse administratie, het opstellen van de lastencouriers en het leveren van het materiaal zouden 3 jaar in beslag nemen. In 1973 werden de nodige werken uitgevoerd, opdat de Belgische gemeenschap in Arlsen, Brakel, Essento en Korbach de programma's met een tijdsverschuiving van 24 uur zouden kunnen opvangen. Deze conserve-tv verzachtte de wachttijd die deze families moesten in koop nemen, vooraleer de rechtstreekse beelden ter beschikking zouden staan. In de 2e en 3e fase tussen 4 en 77 werd het net tot op het Eggergebirge opgebouwd en ingeschakeld. Ten slotte werden in 78 en 79 de luchtmachtgarnizoenen ten noorden van de lijn Aachen-Köln aan het rechtstreeks net aangesloten. De Belgische televisie is een vast en belangrijk bestanddeel geworden van het gemeenschapsleven in de BSD. La situation du logement s'améliore. La modernisation des installations électriques et de chauffage est à l'ordre du jour dans les habitations les plus anciennes. Les cadres du premier corps peuvent profiter à Junkersdorf des avantages du club Astoria et de l'ancienne Belgique. L'appellation Metz et club FBA apparaît en 1972 alors que des clubs ont été ouverts à Soest, Siegen, Ludenscheid et Bensberg. En 1976, un mess commun pour tous les cadres, c'est une innovation, est ouvert à Werl. L'Office central d'action sociale et culturelle, au casque, voit le jour en 1973. L'aide aux familles et à la jeunesse des FBA est une des tâches principales de ce parastatal. La modernisation de l'équipement et la professionnalisation de certaines fonctions grâce au recrutement de volontaires de carrière à court terme sont également annoncées en 1972. Un nouveau bataillon anti-chars est prévu au sein de chaque brigade. Il sera équipé de JPK, canons anti-chars blindés et chenillés, et de missiles Antac, bientôt remplacés par le Milan. C'est à cette époque qu'on songe à doter le corps d'avions de surveillance sans pilote appelé drone. Afin d'adapter ces structures aux rôles de plus en plus variés tenus par les femmes dans la société, l'armée ouvre ses portes aux jeunes filles. Les premières volontaires féminines rejoignent l'Allemagne à partir du 9 septembre 1975. Elles débarquent dans un monde d'hommes où peu de choses ont réellement été pensées pour favoriser leur intégration. Pourquoi je me suis engagée? Parce que pour la première fois, des femmes allaient pouvoir évoluer dans un domaine jusqu'alors réservé aux hommes. Le 9 juin 1975, nous arrivons à Petit. Et durant quelques mois, nous sommes initiés à des activités dont nous ne mesurons pas la portée. L'ambiance est plutôt bon enfant. Le 30 octobre 1975, nous joignons Cologne par le TPJ. On a l'impression de partir en vacances. L'arrivée en gare nous surprend. C'est pas la grande gare de Cologne, mais bien une petite gare vétuste sur une vieille route surplombée d'un vieux pont. Et c'est alors l'entrée au quartier. Le chauffeur ne nous a pas ménagés. Quelle différence! Les bâtiments sont vieux. Pas de revêtement sur le Paradgrund. Et les arbres sont déjà tristes. Le soir tombe. Nous sentons derrière chaque fenêtre de multiples paires d'yeux fixés sur nous. C'est humiliant. Nous aurions préféré voir les gens, qu'ils nous fassent un petit signe encourageant. Ma période au FBA, je la considère comme un passage obligé pour tout militaire belge. J'y ai appris que la vie en communauté est difficile, qu'il faut s'investir sans égoïsme. La richesse de cette expérience m'a permis une intégration aisée dans mes divers emplois en Belgique.
Le nouveau règlement de discipline de 1975 a été expurgé de ses contraintes archaïques. Les droits du militaire y font l'objet d'une attention particulière. Le temps de milice dans les FBA est réduit à 10 mois, et ce service ne se limite plus qu'à un seul fils par famille. Le service de santé gagne son autonomie en 1974. Un commandement médical des FBA remplace l'ancienne section médicale de l'état-major spécial du corps. Un service d'évacuation d'urgence des blessés par hélicoptère Alouette 2, appelé Medevac, existe depuis 1973. Les unités de reconnaissance perçoivent leurs nouveaux véhicules blindés légers de la famille CVRT, qui se prénomment Scorpion, Scimitar, Striker, Spartan, Samaritan, Samson et Sultan. En 1977 débute l'instruction RITA pour le personnel spécialisé. Ce réseau, intégré de transmission automatique, peut se rattacher aux autres réseaux de l'OTAN et sera en dotation dans les unités du premier corps à partir de 1983. Le corps est doté de Guépard en 1978. Ce char permet la défense anti-aérienne à très basse altitude, là où le système Hawk ne peut intervenir. L'histoire du cercle sportif de Weiden est liée à celle du centre sportif du premier corps. En 1949, 4 cours de tennis, une salle de gymnastique et d'escrime fonctionnent. Une piscine est inaugurée en 1953. En 1987, le cercle comptera 28 sections et plus de 2800 membres. La menace existe toujours à l'Est. Pour le rappeler, le premier corps organise la manœuvre Blue Fox du 12 au 23 septembre 1977 sur la Vézère. 27 000 hommes et 9 000 véhicules y prennent part. Il s'agit de la plus importante manœuvre belge en Allemagne depuis 20 ans. Les soviétiques pénètrent en Afghanistan en 1981. Les FBA n'échappent pas à l'incertitude ambiante qui justifie un degré d'alerte élevé. La vie dans les FBA ne paraît plus aussi attractive qu'auparavant. Les avantages en nature et les diverses exemptions de taxes existent encore. Mais est-ce suffisant pour pallier aux inconvénients liés à l'isolement ? L'indemnité d'éloignement représentait 50% du revenu moyen d'un sous-lieutenant en 1955 pour 20% en 1984. L'infanterie est désormais équipée des transporteurs blindés et chenillés AIFV et M113 dans leurs différentes versions. Le génie prend livraison en 1982 de ces Fallschirmbrücke, FSB, ponts à caissons articulés, qui remplacent le système MOFAB existant depuis 1968. Pour les plus petits franchissements, le premier corps dispose toujours des antiques chars-ponts M48 AVLB. L'année 1982 est marquée par une décision politique importante. Les unités Nike seront supprimées à partir de 1983. La Belgique n'acquérera pas le système anti-aérien Patriot pour les remplacer. Cette agitation dans les milieux militaires n'empêche pas le 10 millième bébé de naître le 18 juin 1985 à la maternité de l'hôpital militaire de Cologne. Le journal du corps du 1er juin 1987 consacre sa première page au tirage d'une tranche de la loterie nationale à Soest, à l'organisation d'une foire aux livres de Ludenscheid et à la visite du ministre Duquesne. En se penchant vers l'arrière, les FBA découvrent en 1987 que leur aéroclub a déjà 20 ans. C'est l'âge également du district La Rose des Vents qui regroupe en 1988 les 7 unités scouts flamandes du secteur des FBA. Wij vieren vandaag 25 jaar Gauw Windroos. Toen wij initieel het idee hadden om 25 jaar Scouts BSD te vieren, heeft men ons langs alle kanten gezegd, ja maar ho, stop, de Scouts BSD bestaat al veel langer. Toch is het zo dat het overkoepelend organisme, Gauw Windroos, eigenlijk maar 25 jaar bestaat vandaag. Depuis 1955, les détachements de la prévôté portent le nom de leur garnison de résidence. En 1972, le groupe prévôtal est réorganisé en 2 districts, chacun avec un détachement judiciaire et des brigades. Les quelques 170 gendarmes sont confrontés à une population qu'ils connaissent très bien et dont la criminalité est limitée. La décennie 1980-1990 est marquée par de grands changements politiques et militaires. L'Europe traverse une période économique troublée.
l'implantation des missiles de croisières américains en Europe occidentale agite les milieux pacifistes et antinucléaires. Le bloc communiste prend néanmoins une nouvelle orientation avec l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir à Moscou en 1985. Cela n'empêche pas l'OTAN de montrer la Belgique du doigt en matière de défense. L'austérité budgétaire impose au Premier Corps une défense initiale de sa zone avec le groupement de reconnaissance et la seule 16e division, composée de la 17e brigade blindée de Siegen et de la 4e brigade d'infanterie blindée de Soest. En cas d'agression à l'Est, la première division stationnée en Belgique devrait d'abord franchir la Meuse et le Rhin avant de parvenir dans son secteur. Un effort de modernisation des matériels et de l'armement est toutefois prévu. Mais en novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Très vite, la Belgique veut toucher sa part des dividendes de la paix et accentue encore les réductions budgétaires pour sa défense. Dans ce monde figé, qui aurait pu imaginer que le rideau de fer se déchirerait un jour? Les FBA ne se rendent pas compte immédiatement de toutes les conséquences de l'écroulement du communisme et de la réunification allemande. Douce euphorie, les états d'alerte sont diminués. Les FBA ignorent probablement qu'ils ont écrit leur testament le 5 octobre 1990. Ce vendredi-là, le roi Baudouin, la reine Fabiola et le prince Philippe visitent la 10e province à l'occasion des 60 ans du roi et du 40e anniversaire de son règne. Une fête gigantesque, imaginée pour présenter la majorité de la communauté des FBA à nos souverains, est organisée à Spiš. Une débauche d'activités diverses enthousiasme les milliers de visiteurs. Le roi tient à faire savoir combien il avait été impressionné par toute la créativité et la spontanéité de cette communauté. Et pourtant, la vie continue. Du 17 septembre au 2 octobre 1992, le Premier Corps teste au cours de l'exercice Autumn Leave sa future structure multinationale qui ne connaîtra pas de lendemain. À cette époque, la Belgique répond favorablement à l'appel de l'ONU, impliquée dans la résolution des conflits en ex-Yougoslavie. En mars 1992, un bataillon appelé Belbat prend pour 6 mois le chemin de la Baranja, territoire croate conquis par les Serbes. Belbat doit avant tout s'interposer entre les belligérants. Au fil des contingents successifs, Beli Monastir et Darda remplacent bientôt Siegen et Soest dans la liste des garnisons du Premier Corps. Les véhicules et le matériel sont arrivés le 7 avril 1992. Le reste du contingent nous a rejoints 3 jours plus tard par C-130. Pour ma part, j'étais commandant de la compagnie état-major et service, composée pour la circonstance de militaires issus de 17 unités différentes. Le quartier dans lequel nous devions nous installer avec l'état-major du bataillon était à l'origine celui d'une unité de garde frontière qui patrouillait avec des chiens. L'armée nationale yougoslave était dans le quartier depuis le début des hostilités et le vidait complètement, emportant tout ce qui pouvait l'être, jusqu'au pommeau des douches. L'état des sanitaires était désastreux. Nous avons dormi à terre et été privés d'eau chaude pendant les 4 premiers mois. Le quartier étant relativement petit, nous avons dû raser une grande partie des chenils avec l'aide du génie canadien, afin de pouvoir stationner nos véhicules. Les matériaux ainsi récupérés, surtout le métal, n'étaient pas perdus pour tout le monde. Les barrières métalliques séparant les cages des animaux ont servi aux soudeurs à confectionner les premières barrières pour l'exécution de checkpoints, mais également fabriquer les premiers lits et étagères pour les membres du peloton maintenance. Les militaires du Premier Corps et des FBA participent à d'autres opérations en ex-Yougoslavie, telles Bosnia Road, Moving Star ou Belbos. Certains sont observateurs pour l'ONU ou pour l'Union européenne ou servent dans des états-majors. Investi comme dernier commandant du Premier Corps et commandant en chef des FBA, le lieutenant-général Bricmont apprend qu'il est désigné au poste de commandant de la Force de protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. Au cours de ses 6 mois de présence en Bosnie, le général prouve qu'il a pris le parti des populations civiles et que son esprit d'indépendance n'a d'égal que sa loyauté. Je crois que la population se rend compte que nous l'aidons dans beaucoup de domaines. Mais nous n'apportons jamais assez de nourriture, jamais assez de fuel, jamais assez de vêtements, donc il y a une frustration permanente. Bien sûr, tout le monde espère dans ce pays avoir un accord général qui rendrait notre tâche probablement beaucoup plus facile parce qu'à ce moment-là, nous avons un accord militaire qui est signé pour la démilitarisation du pays.
Mais si cet accord n'est pas signé dans les jours ou dans les semaines qui viennent, l'effort principal et immédiat de la force ONU sera de sauver 2 millions de personnes. Quel changement représente exactement Reforbel en 1992 pour les FBA? De 20 000 militaires et civils, on va passer à 9 000. Déjà se profilent d'inévitables problèmes liés à l'enseignement communautarisé, aux nombreux mariages belgo-allemands et au Status of Forces Agreement, dont l'Allemagne a demandé la révision. Dans les garnisons, c'est la douche froide. On s'y attendait, mais... Les FBA représentent encore à cette époque 37 quartiers, 24 dépôts, 34 écoles, plus de 9 000 logements familiaux et plus de 23 000 tonnes de munitions diverses. Un plan de démantèlement progressif est mis au point. De teruggave van een infrastructuur aan de Bundesvermögensämter wordt voorbereid tijdens gezamenlijke inspecties. KTG dient een restwaardevordering in voor de investeringen die België in de loop van de jaren met eigen middelen uitvoerde. Van Duitse zijde gaat men na of er geen schade wordt achtergelaten, waarbij vooral gelet wordt op pollutieschade. De afwikkeling der wederzijdse vorderingen voor restwaarde en schadevergoeding verloopt volgens nogal ingewikkelde regels en vergt soms moeizame onderhandelingen. Samen met SLN doet KTG alleszins zijn best om de Belgische belangen goed te verdedigen. Malgré tout, le premier corps se modernise. 46 hélicoptères A-109 sont achetés dans ses versions anti-chars et d'observation et mis en œuvre au sein du groupement d'aviation légère créé en 1993. Des détachements des FBA sont engagés à partir de février 1993 en Somalie dans les opérations Restore Hope et UNOSOM. Kismayo et la vallée de Juba deviennent rapidement familières aux équipages de Scimitar, aux pilotes d'Alouette et aux équipes spéciales de reconnaissance. Des policiers de la 6e compagnie de police militaire se rendent également en Namibie et en Haïti. Eind juni 1989 verklaarde de Belgische regering zich akkoord om een detachement van 15 leden van de militaire politie en Rijkswacht te laten deelnemen aan de UN-vredesmacht in Namibië als civiele politie. In juli 1989 kregen de aangewezen leden van het detachement een spoedcursus van 4 dagen in de Rijkswachtschool te Brussel. Hierin werd ons vooral nuttige informatie verstrekt over de geografische en politieke situatie, ons statuut als civiele politie, de psychologische aspecten van onze opdracht, het leven in de tropen en de mentaliteit van de plaatselijke bevolking. In dit detachement waren er leden van de 2e en de 6e compagnie MP. Aangekomen op 29 augustus 1989 in Windhoek kregen we nog 3 dagen onderricht aangaande onze opdracht en behaalden wij het UNO-rijbewijs. De voornaamste taak van de civiele politie was toe te zien op het optreden en de gedragingen van de lokale politie, controle uitvoeren op de terugkeer van de vluchtelingen, toezicht houden op het registreren van alle inwoners op de verkiezingslijsten, bijwonen van politieke meetings en tot slot controle en bijstand verlenen tijdens de verkiezingen naar de onafhankelijkheid op 21 maart 90. In het begin bekeek de lokale bevolking de civiele politie met argwaan, maar na verloop van tijd begreep iedereen dat de UN zich neutraal opstelde. Deze opdracht is een succes geworden. De Verenigde Naties heeft ze zelf omschreven als de grootste en de succesrijkste vredesoperatie die ze ooit heeft ondernomen. Aan de opdracht civiele politie namen 25 landen deel, met een maximum van 1497 politiemannen. Ikzelf heb nog contacten met families in Namibië en uit deze lees ik dat blank en zwart vreedzaam naast elkaar leven. Des militaires des FBA payent de leur vie ces engagements en faveur de la paix. Ces opérations prennent une tournure encore plus dramatique en avril 1994, quand surgissent les événements du Rwanda. À la veille du congé de Pâques, un escadron du 4e chasseur à cheval et la 1re compagnie des équipes spéciales de reconnaissance sont projetés en renfort de la brigade Paracommando vers ce coin troublé d'Afrique. C'est l'opération Silverback. L'après-midi de ce vendredi 7 avril 1994, le personnel du 4e régiment de chasseurs à cheval est mis en congé pour fêter Pâques. Le soir même, nous sommes rappelés en Belgique pour rejoindre la garnison d'Arnsberg. L'opération Silverback était déclenchée pour nous. Le lendemain matin, le personnel de l'escadron A au complet est à Bonn, prêt à embarquer, avec armes et véhicules à bord des C-5 Galaxy américains.
C'était la 3e mission en 2 ans pour le régiment. Ma mission était d'installer à l'aéroport de Nairobi au Kenya une antenne médicale pour l'accueil des familles expatriées du Rwanda. De plus, en liaison avec l'antenne chirurgicale envoyée sur place à Kigali, nous devions assurer le reconditionnement des blessés civils et militaires avant leur transport, soit directement vers l'hôpital militaire de Bruxelles, soit pour ceux dont l'État l'exigeait, vers l'hôpital civil de Nairobi, avant leur évacuation définitive vers la Belgique. En juillet 1992, la note de politique générale du ministre de la Défense nationale a fixé les nouveaux objectifs sur base de sérieuses contraintes budgétaires. Oubliez le projet de corps multinational, la composante opérationnelle de la force terrestre se limite désormais à une division mécanisée et à une brigade paracommando réunie sous la bannière de la force d'intervention. La restructuration doit être terminée pour 1997. Le service militaire est brusquement suspendu à la fin de 1993. Le premier corps perd le contact avec la jeunesse masculine belge qui, à une certaine époque, composait 40% de ses effectifs. Fin mars 1994, le roi Albert II visite pour la première fois les FBA. Il est à Soest, bientôt abandonné par la 4e brigade qui sera démantelée. Le souverain est préoccupé par la situation sociale des familles. La restructuration, le retour vers la Belgique, les missions extérieures et la suspension du service militaire, n'est-ce pas trop de contraintes simultanées? Des bataillons quittent l'Allemagne. En guise de compensation, un Fahnenband leur est remis, ultime hommage pour les longues années passées sur le sol allemand. L'ennemi traditionnel ne viendra plus. Certains militaires ont l'impression que leur monde s'écroule. Des milliers de familles cherchent à se reloger en Belgique ou à s'accrocher en Allemagne. Le service social ne chôme pas. Er was een tijd dat families met grote financiële problemen naar de Belgische strijdkrachten in Duitsland gestuurd werden om er hun situatie recht te trekken. In 90% van de gevallen mislukte dit. De omvang van Bier 97 versterkte dit probleem, zowel omdat sommige families hierop niet voorzien waren, als door de snelle terugkeer en het verlies van jobs. Velen in dat geval richten zich tot de sociale dienst in België. Een gevoel van ontevredenheid blijft bestaan, ondanks het behoud van het garnizoen Spich-Altenraad, dat toelaat verschillende problemen op te lossen. De Duitse echtgenotes die in de Duitse burgersector werken, of die weigeren hun echtgenoot naar België te volgen, zieken die in Duitse ziekenhuizen behandeld worden, en zo verder. Inderdaad heeft zich bij de voorgenoemde problemen nog de deelname van ons land aan de UNO-operaties gevoegd. De veelvuldige afwezigheid van de mannen is niet van die aard om de zaken te verbeteren. De te behandelen zaken vermenigvuldigen zich, zowel in België als in Duitsland. De middelen blijven beperkt en laten niet altijd toe verschillende situaties te verwerken, ondanks de toewijding van het personeel en soms het nemen van risico's. Ik herinner mij nog het geval van een sociale assistente die dringend opgeroepen was naar het huis van een familie met problemen. Daar kwam ze midden in een ruzie terecht en werd ze door een razende reus bedreigd en van de grond getild. Ze kon maar ontsnappen dankzij de energieke en gewapende tussenkomst van een aanwezig persoon. Chaque ultime événement prend une importance particulière. Le concert rock des FBA draine encore la foule en 1993. Le concert de gala du CCFBA aussi qui, en 1994, propose la diva Barbara Hendricks à son affiche. La nostalgie prévaut. Personne n'ose imaginer que rester 50 ans en Allemagne était fondamentalement anormal pour notre armée. Les FBA démontrent encore leur grande capacité de mobilisation lorsqu'il paraît opportun de s'occuper d'un orphelinat roumain ou à l'occasion des funérailles du roi Baudouin. Le premier corps lance Adventurous Training et ses stages sportifs d'été et d'hiver destinés à aguerrir physiquement son personnel. Une version junior est encadrée par le centre sportif des FBA, dont des membres ont mené à bien une expédition sur un sommet de l'Everest. In 1990 vormde Bernard Mousny een ploeg van 8 militairen en begon aan de 2 jaar lange voorbereiding om de Cho-Oyu, de 6e hoogste berg van de wereld, 8201 meter hoog, te beklimmen. De financiële steun vinden was zeer moeilijk. De ploeg kreeg uiteindelijk faciliteiten om zich fysisch en mentaal voor te bereiden. Alles werd nu professioneel aangepakt. Logistiek, medicatie, voeding, klimmateriaal, transporten en
teamgeest. Tot in het basiskamp op 5070 meter werden we geholpen door Nepalese Sherpas of dragers. Een zeer lief en hulpvaardig volkje dat we nodig hadden om onze 500 kilogram materiaal mee te nemen. Hierna werd het fysisch zeer zwaar. Het zuurstofgebrek is werkelijk voelbaar vanaf 6500 meter en vanaf 8000 meter is het een onbeschrijfelijke strijd om hoger te geraken en om in leven te blijven. Alles vraagt energie, zelfs proberen te slapen is uitputtend. 7 mei 1992, Pascal de Brouwer en ikzelf op het dak van de wereld. 8201 meter zonder zuurstof. De beloning voor een lange voorbereiding van een klein team militairen waar zowel samenwerking als zelfdiscipline en veiligheid even belangrijk waren. À la fin de 1996, l'état-major de la 17e brigade mécanisée est installé à Spiš, au sud de Cologne, ainsi que le 17 Riki, le premier cycliste, le 20e bataillon logistique et provisoirement la 35e batterie antiaérienne paracommando. Altenrath, toute proche, abrite le régiment d'artillerie à cheval et le 2e et 4e chasseurs à cheval. Le terrain d'exercice de la Wannerheide sépare les deux garnisons. Vogelsang demeure également sous administration belge. À leur suite, subsistent plusieurs centaines de familles pour lesquelles un environnement social et culturel a été repensé. Op het einde van 1996 zal Bier 97 ten einde lopen voor de BSD. Het grootste deel van de families zal dan zijn definitieve woonplaats toegewezen gekregen hebben. Voor anderen, toch nog enkele honderden, zal dit gebeuren in 1997 met waarschijnlijk nog een uitloper in 1998. Iedereen zal zich dus kunnen inleven in zijn nieuwe omgeving. De rust en de stabiliteit zal hierdoor weerkeren in onze woonwijken. Alle militaire verhuizen van eenheden en diensten zullen dan ook uitgevoerd zijn, zodat ook in dit domein iedereen zijn nieuwe omgeving zal gevonden hebben. Wat de militaire aspecten betreft bevinden we ons dus in een uitstekende situatie. Goede infrastructuur, zowel wat betreft kazernes als traininginstallaties. Om het sociale weefsel te versterken, zal iedere wijk in de toekomst beschikken over een democratisch verkozen wijkraad. Deze wijkraden zullen dan op hun beurt vertegenwoordigd zijn in een BSD-raad die de gekende familiecomité's zal vervangen. Deze raden zullen inspraak hebben in alle niet-militaire aspecten van de Belgische gemeenschap en een adviserende rol hebben bij de BBSD. Als besluit kunnen we zeggen dat indien onze politici ons een zekere stabiliteit waarborgen, de toekomst van de BSD, met de medewerking van al zijn ingezetenen, dus dat deze toekomst er rooskleurig uitziet en tot een voorbeeld kan uitgroeien van integratie en multicultureel samenleven. Les traditions du premier corps ont été confiées à la force d'intervention dont le quartier général ne se situe plus à Cologne mais bien à Sèvres, près de Liège. Les premiers enseignements des opérations de type ONU ont été expérimentés en 1994 lors de l'exercice Joint Effort qui a vu la première division associer les organisations non gouvernementales et les médias à son scénario. Le scénario de l'exercice Joint Effort de 1994 fit l'effet d'une révolution dans nos états-majors. Comme promis par le lieutenant-général Bricmont à son retour de Bosnie, nous devions apprendre à composer avec les médias et les organisations non gouvernementales. Ces 2 semaines studieuses au contact de la Croix-Rouge, du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et de véritables journalistes furent très enrichissantes. Je persiste d'ailleurs à croire que nous avons énormément à apprendre de ceux qui sont bien souvent avant nous sur le terrain des missions de type ONU. Oubliez l'Egegebirge et la Weser, où le corps a élaboré tant de plans? Pas sûr, car tellement de mentalités demeurent empreintes de cet esprit qu'il faudra encore des années avant qu'on ne dise plus « quand j'étais dans les FBA ». Des troupes belges sont toujours cantonnées par-delà le Rhin, mais pour combien de temps encore? Les regards sont désormais tournés vers Strasbourg. Comment pourtant ne pas s'empêcher de penser que le corps européen n'aurait probablement jamais existé si l'armée belge et ses alliés ne s'étaient autant impliqués dans la défense de l'Europe sur le sol allemand à partir de 1945. Que ce soit au sein des forces belges en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en ex-Yougoslavie, vous avez suivi tout au long de ces 3 cassettes vidéo le cheminement de ces militaires et civils belges qui, depuis 1940 jusqu'à nos jours,
se sont mis au service de la paix en Europe. Par-delà les objectifs de défense de l'OTAN, ils ont aussi contribué à l'édification de l'Union européenne. En effet, des centaines de milliers de Belges ont vécu en Allemagne, certains très longtemps, et ils ont pu voir ce grand pays et ce grand peuple avec d'autres yeux, sous un autre angle que celui de l'ennemi héréditaire. Ceci est important car l'Europe ne se fera pas sans l'adhésion des citoyens à ces principes simples que sont vivre et travailler ensemble. Nos forces armées ont désormais d'autres missions à remplir dans ce monde transformé de la fin du XXe siècle. Mais n'oublions jamais que les dividendes de la paix sont le reflet des efforts que chaque pays accepte de faire pour assurer sa défense et sa sécurité. Les militaires belges sont appréciés partout où ils exécutent une mission pour leur esprit d'entreprise et leur débrouillardise. Espérons que les responsables de notre pays auront la volonté de maintenir au meilleur niveau possible notre participation au sein de l'Eurocorps et de la division multinationale. Les forces belges en Allemagne sont réduites aujourd'hui au volume d'une brigade mécanisée rassemblée en bordure de la Wannerheide à Spisch et Altenrath, présence dont la signification politique est plus importante encore que la raison opérationnelle. Très simplement, je voudrais dire merci à tous ceux et toutes celles, militaires, civils, membres des familles, qui ont fait partie des forces belges en Allemagne.